Il existe des mots que l'on prononce avec prudence, des mots qui semblent chargés d'une odeur morale presque toxique, des mots que l'on associe instinctivement aux régimes autoritaires, aux foules hypnotisées par des discours martelés, aux affiches gigantesques collées sur des murs gris, aux visages de dictateurs figés dans des postures théâtrales. Et parmi ces mots se trouve propagande, un terme que l'on croit appartenir exclusivement aux heures sombres du XXe siècle, alors qu'en réalité, il est bien plus ancien, plus subtil et infiniment plus présent dans nos vies quotidiennes que nous ne l'imaginons. La propagande n'est pas née avec les dictateurs, elle ne s'est pas matérialisée soudainement sous les bottes d'un régime totalitaire, et elle ne s'est pas éteinte avec la chute des empires autoritaires. Elle a simplement évolué, changé de forme, appris à se dissimuler derrière des mots plus acceptables, plus modernes, plus séduisants. Le mot lui-même vient du latin propagare, qui signifie répandre, étendre, diffuser, et il apparaît officiellement au XVIIe siècle avec la création par l'Église catholique de la Congregatio de Propaganda Fidei, une institution destinée à diffuser la foi dans les territoires non catholiques, preuve que la propagande, à son origine, n'était pas perçue comme une manipulation malveillante, mais comme une diffusion organisée d'idées, un effort structuré pour influencer des croyances. Ce n'est que plus tard, à mesure que les États modernes comprennent la puissance des médias de masse, que le mot se charge d'une dimension plus sombre, notamment durant la Première Guerre mondiale, lorsque les gouvernements réalisent que la guerre industrielle ne peut être menée sans l'adhésion psychologique totale des populations. En 1917, lorsque les États-Unis entrent en guerre, le gouvernement crée le Committee on Public Information, dirigé par George Creel, une organisation chargée de mobiliser l'opinion publique à travers des affiches, des films, des articles de presse et des milliers d'orateurs volontaires, appelés « 4-Minute Men », qui interviennent dans les cinémas pour convaincre les spectateurs de soutenir l'effort de guerre, d'acheter des obligations, de s'engager au front, et c'est dans cette immense machine de persuasion que se trouve un jeune homme observateur, curieux, fasciné par la capacité des messages répétés à transformer la perception collective. Cet homme s'appelle Edward Bernays, et il comprend quelque chose que peu de ses contemporains saisissent pleinement. Si l'on peut mobiliser une nation entière par la répétition stratégique d'images et de récits, alors l'opinion publique n'est pas une entité spontanée. Elle est malléable, orientable, façonnable. Bernays n'était ni un militaire, ni un politicien, mais il était le neveu de Sigmund Freud, et cette filiation intellectuelle n'est pas anodine, car elle lui permet de concevoir la société non pas comme un ensemble d'individus rationnels prenant des décisions logiques, mais comme une masse d'êtres humains traversés par des pulsions inconscientes, des désirs refoulés, des aspirations symboliques et des peurs profondes que l'on peut activer si l'on sait parler le langage de l'émotion plutôt que celui de la raison. Après la guerre, une idée audacieuse s'impose à lui. Si la propagande a permis de convaincre des millions d'hommes d'accepter la guerre, pourquoi ne pourrait-elle pas être utilisée en temps de paix pour orienter les comportements économiques et sociaux? C'est là que se produit un basculement décisif. Bernays ne rejette pas la propagande, il la transforme, il la renomme, il l'habille d'un vocabulaire plus élégant, plus acceptable, et il invente le terme « relation publique », un concept qui semble évoquer la communication et l'information, mais qui repose sur la même architecture psychologique que la propagande de guerre, à ceci près qu'elle ne s'exerce plus par la contrainte ou la peur directe, mais par l'activation subtile du désir. En 1929, une campagne va illustrer de manière spectaculaire cette nouvelle forme de persuasion. À cette époque, il est socialement mal vu pour une femme de fumer en public, et les compagnies de tabac voient là une limitation économique majeure, car la moitié de la population est quasiment exclue de leur marché. Bernays ne lance pas une campagne publicitaire classique vantant la qualité du produit, il organise un événement soigneusement scénarisé lors de la parade de Pâques à New York, où des jeunes femmes élégantes allument des cigarettes devant les photographes, tandis qu'il fournit aux journalistes un récit prêt à publier, présentant ces cigarettes comme des Torches of Freedom, des symboles d'émancipation féminine. Il ne vend pas du tabac,
Il associe un objet à une aspiration politique et identitaire. Il transforme un produit en symbole de liberté. Et en quelques années, les normes sociales évoluent, le tabou s'effrite et les ventes augmentent. Dans son livre Propaganda, publié en 1928, Bernès écrit une phrase qui résonne encore aujourd'hui: « La manipulation consciente et intelligente des habitudes et opinions organisées des masses est un élément important de la société démocratique. » Cette déclaration, loin d'être un aveu cynique, reflète sa conviction que dans une société de masse où des millions d'individus doivent coexister et prendre des décisions complexes, il est inévitable que certains orchestrent les récits collectifs, structurent les préférences et orientent les choix, car l'abondance d'informations crée un besoin de hiérarchisation et d'interprétation. La propagande moderne ne se présente plus comme une injonction brutale. Elle n'ordonne plus, elle suggère, elle ne dit plus « obéis », elle murmure « désire ». Et cette mutation est peut-être plus puissante que la forme autoritaire qu'elle a remplacée, car elle s'insinue dans les mécanismes mêmes de l'identité. La publicité qui émerge dans les décennies suivantes ne vend plus simplement des objets utilitaires. Elle vend des styles de vie, des statuts sociaux, des projections idéalisées de soi. Elle associe une voiture à la réussite, un parfum à la séduction, une boisson à la convivialité, et ce faisant, elle reprend les techniques de mobilisation émotionnelle autrefois utilisées pour la guerre, mais les applique au marché. Au fil du XXe siècle, la frontière entre propagande politique et publicité commerciale devient de plus en plus floue. Les campagnes électorales adoptent les méthodes du marketing, segmentent les électeurs, testent les slogans, affinent les images, tandis que les marques s'approprient les codes de la mobilisation idéologique, parlant de valeurs, de communauté, d'engagement. Ce glissement est si progressif qu'il passe presque inaperçu, et pourtant il transforme profondément la manière dont les sociétés se structurent, car il installe l'idée que l'opinion publique peut être modelée non par la force, mais par la narration répétée et l'association symbolique. Avec l'avènement du numérique, cette logique atteint un niveau inédit de précision. Les plateformes collectent des données, analysent les comportements, personnalisent les messages, et la persuasion devient algorithmique. Elle ne s'adresse plus à une masse indistincte, mais à des profils spécifiques, ajustant le ton, l'image et le contenu en fonction des préférences individuelles. La propagande, désormais, ne s'affiche pas en grand sur un mur, elle se glisse dans un fil d'actualité, adapté à vos goûts, à vos inquiétudes, à vos aspirations, si bien que vous avez l'impression qu'elle correspond naturellement à ce que vous êtes déjà. Et c'est là que réside le paradoxe. Nous rejetons le mot propagande parce qu'il évoque la manipulation grossière, mais nous acceptons sans difficulté la publicité ciblée, le marketing émotionnel, les campagnes narratives, oubliant que les mécanismes psychologiques sous-jacents sont similaires. Nous pensons être rationnels, autonomes, lucides, alors que nos préférences sont souvent le résultat d'associations répétées, d'images soigneusement construites et de récits conçus pour résonner avec nos désirs profonds. La propagande n'a donc pas disparu. Elle a appris à se faire aimer, ou du moins à ne pas être reconnue comme telle, et c'est peut-être cette invisibilité qui la rend plus puissante que jamais. Elle ne se présente plus comme une vérité imposée, mais comme une évidence partagée, comme un choix personnel, comme une tendance spontanée, alors qu'elle résulte souvent d'une orchestration méthodique des symboles et des émotions. Le véritable tournant n'a pas été l'apparition de la propagande, mais son esthétisation, sa transformation en outil de séduction plutôt qu'en instrument de contrainte. La publicité moderne, avec ses récits inspirants, ses images parfaitement calibrées et ses slogans qui semblent parler directement à notre identité, est l'héritière directe de cette évolution, et c'est pourquoi la phrase qui dérange, celle qui clôt cette réflexion, résonne avec une clarté presque inconfortable. La publicité moderne est la fille de la propagande. Elle en a conservé les leviers psychologiques, elle en a affiné les techniques, elle en a supprimé l'apparence autoritaire, mais elle continue d'exploiter la même vérité fondamentale. Dans une société de masse, celui qui contrôle les récits influence les comportements, et celui qui influence les comportements façonne la réalité perçue. La question n'est donc pas de savoir si la propagande existe encore,
mais de comprendre à quel point nous sommes capables de la reconnaître lorsqu'elle ne crie plus, lorsqu'elle ne s'impose plus, mais lorsqu'elle se contente de murmurer exactement ce que nous avons envie d'entendre.